Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui du confinement et de l'effet psychologique que cela peut avoir sur le mental. Avec nous, Nedjib Mizi, nous avons le plaisir de vous avoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Eh ben, confiné. Nedjib Mizi, vous êtes en tout cas vous coach en programmation neurolinguistique. Vous êtes également formateur agréé en PNL et hypnothérapeute. C'est exactement votre titre, n'est-ce pas? Exact, exact. Alors, on va Et parler du confiné. comme nous tous, j'imagine. Alors, on va parler justement du confinement, de cet isolement social en quelque sorte. Quels sont les risques que cela peut engendrer sur les personnes, surtout pour celles qui habitent seules? Alors, le premier risque et le plus palpable, c'est un bouleversement de l'horloge biologique. Vous savez, vous êtes chez vous, vous n'avez pas de plan, ce n'était probablement pas prévu, et tout à coup, le rythme de votre sommeil se met à changer. Vos repas ne sont plus aussi organisés qu'ils l'étaient. Vous êtes obligé de changer vos habitudes. De nouvelles habitudes s'installent qui n'étaient pas planifiées. Et tout ça, ce sont des bouleversements qui ont ensuite un impact sur votre mental. Euh, le cerveau humain est une machine à résoudre des problèmes. Et pour ce faire, il a besoin de préserver ses ressources. Et du coup, toute situation normale est perçue comme un danger et donc doit être combattue. C'est pour ça que souvent, les premiers signes de dysfonctionnement viennent sous forme de nervosité, d'irritabilité, de colère aussi. J'imagine que le nombre des disputes ménagères, des scènes de ménage a dû exploser dans notre beau pays. Je suppose. Alors, C'est Nedjimizi, on va les, parler c'est les également d'une marchands autre, de vaisselle qui doivent être contents. on va parler d'une autre catégorie. Comment faire pour convaincre un enfant de ne pas sortir de la maison, que c'est les vacances, mais qu'il faut rester à la maison? Alors, c'est une bonne question et vous avez deux types d'approches en fonction de l'éducation et des habitudes que l'enfant a reçues. Il faut savoir aussi que les temps ayant changé dans notre pays, beaucoup d'enfants sont de toute façon en situation de confinement la plupart du temps. Beaucoup d'enfants passent leur temps essentiellement à la maison, au-delà des devoirs scolaires devant leur télé, leur tablette, leur ordinateur, voilà, PlayStation, Oui, voilà, oui. hein, voilà. Et donc ça c'est déjà un premier public qui n'est pas trop compliqué à gérer, Convaincre. Mhm. voilà, convaincre. Par contre, vous avez aussi les enfants qui, eux, ont l'habitude de sortir, jouer dans le quartier avec leurs enfants, qui ont des activités très, très régulières à l'extérieur. Là, le confinement est un peu plus complexe à gérer avec ces enfants-là, parce que ce sont des enfants qui ont l'habitude d'avoir de l'activité physique. Ensuite, la complexité est aussi au niveau du logement. Donc, tout dépend du logement dans lequel vous résidez. Est-ce que vous avez une cour? Est-ce que vous avez un jardin? Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour que les enfants puissent un peu s'extérioriser et s'exercer? Euh, mais bon, ça reste l'occasion, quand on veut s'y investir, de permettre aux enfants de découvrir nouveaux types d'activités. Vous savez, un enfant qui a l'habitude de jouer à l'extérieur, en fait, Mhm. cherche à être stimulé. Il a juste besoin d'aller sur la résolution de problèmes, parce que la plupart des jeux d'enfants, on y a tous joué, sont des opérations de résolution de problèmes. À quoi ça ressemble lorsqu'on décide de mettre la résolution de problèmes dans le jeu de société, par exemple, ou dans l'échange, dans les discussions, devinettes, dans le fait d'associer les enfants aux activités au quotidien. Mes enfants font le ménage avec nous ces jours-ci, par exemple, et c'est l'occasion pour eux de résoudre des problèmes. Ce sont des choses avec lesquelles ils ne sont pas forcément, je veux dire, acclimatés, et ils apportent une vision nouvelle. Et Toute Monsieur Mizi, activité, oui, dites-moi.
selon vous, quels sont les agissements à adopter pour mieux gérer ce stress, cette anxiété ou cette peur de se retrouver seul, isolé? Comment penser positif en cette situation? Alors, la première des choses, on parlait de dérèglement de l'horloge biologique, c'est de se fixer un plan, de se dire, d'accord, je suis confiné, ce sont juste mes habitudes qui doivent être reparamétrées. Décider de l'heure à laquelle on se réveille, décider des activités qu'on a à accomplir pour la journée, de combien de temps ça va durer, si on doit entrer en contact, parce qu'on doit entrer en contact avec d'autres personnes au téléphone ou sur des réseaux sociaux, quelles sont les personnes vers lesquelles on va aller, pour quoi faire, pour obtenir quoi, pour transmettre quoi. En fait, encore une fois, notre cerveau n'aime pas sortir de sa zone de confort. Lorsque vous avez planifié à l'avance, vous lui avez donné une partition à suivre, il est dans une zone de confort. Ça, c'est la première des choses à faire. Après, il y a la manière dont on décide de communiquer avec soi et avec les autres. Vous savez, si les médias sont capables, à travers la manière dont ils communiquent, de formater notre mode de réflexion, de perception et d'analyse, et s'ils sont capables d'influer sur nos émotions, ça veut dire on est capable de le faire pour soi. Il y a différentes façons de recadrer. Tenez, en programmation neurolinguistique, parce que la linguistique est importante dans cette discipline-là, on a tendance à utiliser, par exemple, certaines notions de grammaire. Je vais vous rappeler une notion à laquelle peut-être vous n'avez pas pensé depuis longtemps, c'est les conjonctions de coordination. Vous vous rappelez, mais où est donc Ornicard? Hein, Ouais, voilà. Alors, bien. ah Alors, on oui, va en parler du effet. mot mais. On va parler du mot mais. Le mot mais qui est un mot magique. En fait, notre cerveau est conçu pour anticiper la manière dont on communique. Ça veut dire que pour peu que vous alliez dans un sens, votre cerveau va émotionnellement déclencher la réaction qui est censée, logiquement, accompagner ce sur quoi vous êtes en train de communiquer. Dès que vous dites le mot mais, votre cerveau le perçoit comme un changement dans votre stratégie émotionnelle. Ça veut dire que si vous prenez par exemple une bonne nouvelle et que vous l'annoncez, et que vous terminez avec le mot mais, forcément, vous n'êtes pas dans le même état émotionnel que si vous Mhm, l'aviez dit sans ce mot-là. c'est vrai. Vous voyez où je veux en venir. Alors, imaginez que chacun d'entre nous se mette à recenser toutes les choses positives qu'il est ou qu'elle est en train d'accomplir, d'obtenir, de constater chaque jour. Et imaginez qu'à chaque fois que vous avez une pensée négative, que vous y ajoutiez juste le mot mais et que vous y ajoutiez un autre constat positif. Ça peut sembler un peu naïf dit de cette manière, mais gardez à l'esprit l'âge mental de notre inconscient, vous savez, cette entité responsable de la gestion de nos émotions, l'âge mental tourne autour de 4-5 ans. Et notre inconscient est très, très facile, très malléable d'un point de vue émotionnel. Testez ça et vous allez voir. Euh, euh, le recadrage par le car, tenez, une autre conjonction de coordination. Imaginez que vous preniez un constat du type je maîtrise la situation. Vous voyez. Mhm, Euh, et puis, vous prenez tous les constats que vous avez mis avant. Par exemple, je me suis réveillé à allez, 7h30 ce matin. J'ai je me suis bien pris en charge, j'ai entamé mes tâches telles que je les ai planifiées, car, ou parce que, je mhm. maîtrise totalement la situation. Oui, Et en PNL, on appelle ça un effet de distorsion. C'est lorsque vous créez une relation de cause à effet entre deux choses qui n'ont pas forcément de relation logique. Pour votre cerveau, dès que vous avez créé cette relation de cause à effet, elle est acceptée émotionnellement et il vous génère les émotions qui vont avec. en gros, tout se passe dans la tête. Heureusement. D'accord. Après, ce qui est bien, j'aime bien votre conclusion. Le mental et l'esprit et le corps, pardon, s'influencent l'un l'autre.
en fonction de votre posture, en fonction du soin que vous apportez à votre tenue vestimentaire, en fonction de l'attitude que vous adoptez, vous êtes en train d'envoyer des signaux à votre cerveau qui vit en complet isolement dans votre boîte crânienne et qui ne reçoit d'informations que de deuxième main à travers vos cinq sens. Quand vous envoyez ces signaux positifs à votre cerveau, pour lui, tout va bien. Il n'y a pas lieu de paniquer. Et donc, il obéit et il vous donne la réaction émotionnelle à laquelle vous vous attendiez, celle que vous avez décidé de programmer. Alors, Monsieur Bizet, vous avez parlé de deux choses. Moi, j'ai retenu deux mots. J'ai retenu média, j'ai retenu panique à l'instant. Justement, alors ma question est la suivante. Comment faire pour ne pas céder à la mauvaise panique d'un surplus d'informations, des informations en général qui sont très négatives en ce moment, très négatives? Alors, elles sont négatives parce que, premièrement, oui, effectivement, on est en pandémie mondiale, donc il est En tout à fait crise normal qu'elles sanitaire. soient Mhm. négatives, mais c'est une crise, exact, crise sanitaire. Il y a aussi une chose qu'il faut garder à l'esprit. Euh, les médias ne peuvent pas ne pas parler de choses négatives parce que c'est ce qui vend. Quand je dis vendre, je ne parle pas uniquement de retombées financières. Je veux Mhm. dire, personne n'a envie de lire d'articles sur les trains qui arrivent à l'heure. Enfin, j'exagère peut-être, mais euh, euh, on a cette propension à n'accorder notre attention qu'à ce qui ne marche pas. Et du coup, énormément d'informations, même dans le fond positives, sont présentées comme des messages d'alerte. Mhm. Ensuite, il est bon de déterminer une source d'information fiable. On a tous un média Mhm. de confiance vers lequel on va systématiquement. Il est bon juste de décider que parce qu'on a accordé notre confiance en temps de normalité à ce média en particulier, ben on va continuer à en faire notre source principale d'information. Ça nous permet d'être déjà rassurés quant à la fiabilité de la source d'information et puis d'avoir aussi un média de référence avec lequel recouper les informations. Les chaînes d'information et les médias d'information en ligne tombent toutes les deux de toute façon dans le même piège, qui est cette quête d'immédiateté, la quête du scoop, de l'exclusivité, Mhm. des fois au détriment de la vérification de la tangibilité des informations. Et puis une fois que l'information est sortie, le fact-checking, vous savez, revenir en arrière pour dire oui, mais non, mais c'était pas tellement ça. Et puis il y avait telle et telle information Mais, qui était mais imprécise. Ça y est. concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut regarder les informations ou est-ce qu'il faut mettre des dessins animés, par exemple? Alors, je ne suis pas partisan des extrêmes. Mhm. L'extrême qui dit il faut en permanence se tenir au courant, tenir l'inventaire du nombre Mhm. de personnes infectées, du nombre de décès. Et je ne suis pas non plus partisan du déni et de tout va très bien. Vous voyez, les bisounours, c'est pas, voilà, c'est pas forcément un bon refuge. Il, Oui. il est bon d'aller sur une Un juste décision, milieu. une Mhm. attitude exactement médiane, en se disant, je me tiens informé en gardant à l'esprit la finalité. Pourquoi est-ce que je veux ces informations-là? Parce que quand vous allez vers les médias, euh, certains iront pour se rassurer quant aux Mhm. membres de leur famille qui sont dans telle ou telle ville. Mes pensées vont à nos concitoyens qui sont à Blida, par exemple, auxquels je souhaite bon courage. Alors, la finalité, ça peut être ça. La finalité, ça peut être de se dire, est-ce qu'un sérum, un médicament, un vaccin a été trouvé ou pas encore? La finalité, ça peut être de se dire, qu'est-ce que je dois faire pour me protéger, protéger ceux qui comptent pour moi. En fonction de la finalité qui vous amène à aller vers les médias, consultez justement ces sources d'informations. Et une fois que vous avez atteint votre objectif sur le moment, passez à autre chose. Ça ne sert Mhm. absolument à rien d'aller ensuite chercher s'il y a un cas supplémentaire, s'il y a un symptôme de plus ou de moins. C'est bon, vous vous êtes informé, vous avez décidé de la plage horaire à laquelle vous allez vous informer. Vous savez, la télévision, qui est le média lourd classique, c'est pas pour rien qu'il y a un flash d'infos, enfin un journal télévisé à 13 heures et puis un Mhm. autre à 20 heures.
la grande messe qui réunit tout le monde. Une fois que vous avez récupéré les infos dont vous aviez besoin, vous passez à autre chose. Et ce autre chose, c'est le cadre de perception et de réflexion dans lequel vous avez besoin de vous plonger. Encore une fois, si les médias choisissent pour vous ce que vous devez percevoir et ressentir, c'est que Mhm. forcément, vous êtes capable vous-même d'en faire de même, voire mieux. Et Monsieur Misa, on va parler d'une catégorie que je salue aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais profiter de cette vidéoconférence pour leur rendre hommage. On va parler des médecins, infirmiers, aides-soignants, tout le corps médical qui se donne à fond, en fait, finalement, pour faire face à cette crise sanitaire, à cette pandémie. On va parler justement d'eux, car c'est eux qui encaissent finalement le plus gros du stress, cette anxiété, cette peur en permanence. D'ailleurs, ils ne sont pas forcément très bien protégés. Comment faire pour cultiver la psychologie, Monsieur Mizi? Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Le personnel soignant subit, disons, cette injustice qui est faite à tous les héros en temps de crise. On démarre du principe qu'ils sont forts, qu'ils sont invulnérables et qu'ils peuvent accuser le coup. Par contre, gardons à l'esprit, tous ne sont pas formés et prêts à justement gérer l'ampleur de ce qu'ils ont à gérer. Euh, il faut garder à l'esprit que on n'est plus sur une phase où le personnel soignant peut aller vers des réflexes habituels. On est sur de la médecine de brousse, de la médecine de guerre, où il faut faire avec. C'est périlleux, c'est difficile de pouvoir apporter son aide au public tout en se préservant. J'imagine qu'il y a de gros conflits éthiques chez chacun de ces héros contemporains. Euh, En Italie, on en vient à choisir les personnes auxquelles on doit apporter de l'aide. Et ce choix, cette rapidité d'exécution, cette rapidité de prise de décision, ce n'est pas sans conséquence sur l'état mental, l'état psychologique. On est bien d'accord. Euh, Peut-être qu'une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est juste de se rappeler que quand on a choisi ce métier, c'est d'abord parce qu'on veut On y croit. apporter, Mhm. on y croit, exact, on veut apporter son aide au maximum de ses aptitudes. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les anesthésistes réanimateurs n'ont pas pour mission, ils ont pour mission d'apporter leur accompagnement, leur expertise au mieux de leurs compétences, d'être Mhm. dans une performance au mieux de leurs compétences. À partir du moment où on s'est juste rappelé de ce principe très important, euh, euh, si vous devez gérer plus de le mot me vient en anglais, et je pense qu'il est un peu plus subtil, Mhm. fatalities, plutôt que d'essais, que habituellement, si vous devez gérer des détresses en nombre et en intensité plus qu'habituellement, c'est parce que vous avez été formé pour et que vous avez une expertise que vous êtes déjà en train de mettre au service de ces personnes qui sollicitent votre aide. Euh, Ce qu'on vous demande, c'est juste de mettre en œuvre ce que vous savez faire. On ne vous Mhm. demande pas de faire des miracles. Ce n'est pas ça qui vous est demandé. Ce qui vous est demandé, c'est juste de mettre vos talents, votre expertise, votre humanité au service de ceux qui les sollicitent. Après, gardons à l'esprit aussi que euh, le personnel soignant, ce sont des gens qui ont aussi de la famille. Ce sont Oui. des gens qui sont aussi exposés à la surinformation, à la Mhm. surstimulation. Ce sont des gens qui ont besoin d'être rassurés par rapport à ce qui se passe auprès de leurs proches. Il y a aussi, de par leur surexposition à l'information, il y a aussi ce dilemme permanent euh, qui est vous savez, ce conflit entre le devoir d'apporter son aide et puis cette mission de sensibilisation et d'information. Est-ce Mhm. que à chaque cas que je constate,
en tant qu'aide-soignant, en tant que personnel de la santé, est-ce que à chaque cas que je constate, j'ai l'obligation de devoir informer le public, informer des membres de ma famille? Est-ce que les statistiques qui sont publiées continuellement par les autorités sont les bonnes ou est-ce qu'elles Mm. sont, comment dire, elles ne sont pas Erroné. cohérentes avec ce que Mhm. erronées ou cohérentes avec ce que je constate dans l'exercice de mes fonctions. Il est bon juste de garder à l'esprit que euh, si vous êtes face au public, c'est parce que vous avez une mission à accomplir. Et cette mission, encore une fois, c'est de mettre à leur disposition vos compétences, vos talents et votre engagement. C'est tout ce qu'on vous demande. Monsieur S'il Mizi, doit y avoir... Dites-moi. allez-y, continuez votre phrase, je ne veux pas vous couper la parole. Mhm. D'accord. Pour ce qui est de la sensibilisation, pour ce qui est de l'information, j'imagine que des cellules de crise existent dans chaque structure hospitalière, chaque structure sanitaire. J'imagine que des débriefings sont faits continuellement. Euh, Vouloir juste être dans cette mission d'apporter son aide, mais en même temps cette mission d'informer et de conscientiser, euh, c'est c'est peut-être se charger un peu trop. Je garde à l'esprit la vidéo que j'ai vue très touchante de cette demoiselle, médecin de son état, qui disait aux gens, on n'a pas les moyens de vous recevoir, et elle était dans tous ces états. C'est ce qui arrive lorsque à la charge professionnelle que vous avez, se cumule la charge, cette volonté d'apporter son aide à ceux qui ne sont pas encore concernés. Il est bon juste de savoir se ménager en se disant, voilà quelles sont mes missions, je les accomplis. Partageons-nous les missions, Mm. Mm. mettons-nous d'accord sur qui fait quoi et faisons en sorte de nous y tenir. C'est comme ça qu'on va se ménager. Monsieur Mizi, on en est déjà à une vingtaine de minutes. Moi, j'aimerais que la vidéo soit vue dans son intégralité. On va clore notre débat avec une simple question qui est tout à fait dans votre domaine, dans vos compétences. Alors, comment faire pour peut-être profiter de ce confinement? Là, on s'adresse à tout le monde pour faire dans le développement personnel. Ah, je l'aime bien, cette question. Je l'adore, cette question. J'imagine. Euh, voilà. Vous savez, pensez juste à tous ces moments où vous n'avez pas pu faire telle ou telle chose parce que vous vous êtes dit, ah, j'ai pas le temps, ah, c'est pas une priorité, il y a des choses beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, la nature nous dit, restez chez vous et faites toutes ces choses que vous ne pouviez pas faire avant. Il y a énormément de ressources qui sont disponibles en ligne. Il y a énormément de ressources que vous pouvez aller récupérer, mais gardez à l'esprit que l'essence même de la programmation neurolinguistique, c'est de profiter d'une expérience accomplie et réussie. Vous qui êtes confiné avec votre famille, sachez qu'autour de vous, il y a des gens qui ont réussi sur des tâches, sur des missions, sur des objectifs qu'ils se sont assignés. C'est le moment de commencer à partager des récits de réussite. Et les réussites, c'est pas forcément avoir décroché tel diplôme avec les félicitations du jury ou d'avoir gagné la Coupe du Monde. Les réussites, ce sont les gestes au quotidien, ce sont les problèmes résolus au quotidien en y ayant mis de l'ingéniosité. Profitons de ces moments-là pour justement échanger nos success stories et en tirer des enseignements. La nature est en train de nous dire, encore une fois, profitez de ce temps pour vous développer. On en sortira tous grandis, on en sortira tous mûris. Et ce qui est formidable, c'est que quelle que soit la durée de cette crise, et nous espérons de tout corps qu'elle sera courte, quelle que soit la durée, il y aura un après. Faisons en sorte de l'anticiper dès maintenant. Ne soyons pas dans la réactivité, planifions-le et faisons en sorte de nous y préparer. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Midi, pour toutes ces Merci à vous. précisions. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'après l'avoir suivi, justement, le confinement aura un autre côté plus positif pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Bon confinement à tous. On va le fêter finalement, ce confinement, Monsieur Midi. Et comment? L'occasion de se ressourcer, de se retrouver avec soi-même, de se retrouver avec les personnes qu'on aime. Que demande le peuple, j'allais dire. Bonne santé Merci à beaucoup. tous.
Prenez soin de ceux que vous aimez et portez-vous bien. Merci.